On dit que l'amour est aveugle, mais la trahison a une vision parfaite. Je veux vous raconter le matin où j'ai reçu mon certificat de décès par la poste. Pas une erreur. Pas une erreur administrative. Un mensonge calculé qui a failli devenir ma vérité. Je m'appelle Héloïse, et il y a 3 jours, selon la République française, je suis morte paisiblement dans mon sommeil. L'enveloppe est arrivée avec mon café du matin, nichée entre une facture de gaz et des publicités pour des services funéraires. Quelle ironie cosmique! L'adresse de retour indiquait Mairie d'Avignon. Officiel. Important. Le genre de courrier qui fait bondir. Je l'ai ouvert les doigts tremblants. Certificat de décès. Mon nom. Mon adresse. Ma date de décès supposée, 15 novembre 2024. Cause naturelle, arrêt cardiaque pendant le sommeil. Paisible, disait-il. Digne. Sauf que j'étais assis dans ma cuisine, bien vivant, regardant la vapeur s'élever de ma tasse de café comme des prières matinales. Le café avait un goût différent ces derniers temps. Amer. Métallique. J'ai mis ça sur le compte de l'âge, de mes papilles gustatives défaillantes, du déclin inévitable qui accompagne 69 ans de vie. On trouve tellement d'excuses à notre corps lorsqu'il commence à nous trahir. Ou lorsque quelqu'un d'autre le trahit à notre place. Sous le certificat de décès, des cartes de condoléances. Des dizaines. Adressées à mon fils, Pierre. Désolé pour ta perte. C'était une femme merveilleuse. Nos pensées t'accompagnent dans cette épreuve. Mes mains tremblaient en les lisant. Des inconnus pleurent ma mort. Des voisins à qui j'ai parlé hier, qui ont réconforté mon enfant en deuil. La boulangère qui me gardait toujours le dernier pain au chocolat le dimanche, exprimant sa tristesse à mon décès. J'avais envie de rire. J'avais envie de crier. J'avais envie de défiler devant chaque porte d'Avignon pour annoncer que les rumeurs de ma mort avaient été largement exagérées. Au lieu de cela, je me suis assise dans ma cuisine, buvant mon café amer, et je me suis demandé depuis combien de temps j'étais mourante sans le savoir. Il faut que tu comprennes quelque chose à propos de Pierre. Il n'a pas toujours été un tueur. Il était un petit garçon qui collectionnait les scarabées dans des bocaux en verre, qui pleurait quand son poisson rouge mourait, qui m'apportait des pissenlits et les appelait des fleurs dignes d'une reine. Mais entre l'enfance et l'âge mûr, l'amour se fige. Le besoin devient cupidité. L'héritage devient motivation. Il a commencé à lui rendre visite plus fréquemment après la mort de son père. Des visites mensuelles depuis Marseille, toujours avec les mêmes questions douces. Maman, as-tu pensé à mettre à jour ton testament? Ne devrions-nous pas discuter de tes dernières volontés? Es-tu sûr de vouloir vivre seul dans cette grande maison? Je pensais que c'était de l'amour. L'inquiétude pour une mère vieillissante. L'inquiétude naturelle d'un enfant adulte qui voit son parent se fragiliser. Je me suis trompé sur tant de points. L'avis de décès était dans la Provence d'hier. Une petite annonce, modeste et respectueuse. Héloïse Moreau, maman bien-aimée, s'est éteinte paisiblement le 15 novembre. Cérémonie funèbre le 18 novembre, 14 heures, église Saint-Pierre, Avignon. Saint-Pierre. Où Henri et moi nous sommes mariés il y a 50 ans. Là où je me suis agenouillée chaque dimanche pendant des décennies, priant pour la santé, le bonheur, la protection contre le mal. L'ironie ne m'a pas échappé. On allait m'enterrer à l'endroit même où j'avais promis de m'aimer et de me chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Apparemment, quelqu'un avait décidé d'accélérer les choses. Je me suis rendue à l'église cet après-midi-là. Non pas pour assister à mes funérailles même si elles auraient lieu plus tard, mais pour les regarder de l'autre côté de la place. Pour voir qui me pleurerait. Pour assister à ma propre mort de l'extérieur. La scène était parfaitement chorégraphiée. Robe noire et visage solennel. Des larmes aux moments opportuns. Pierre, mon fils, mon assassin potentiel, jouant l'enfant en deuil à la perfection. Sa femme, Marie, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, portant le collier de perles de ma grand-mère comme si elle l'avait mérité. Mes perles. Celles qui avaient disparu de ma boîte à bijoux depuis 3 semaines. Celles que Marie prétendait n'avoir jamais vues lorsque je lui ai posé des questions à leur sujet. Elle les portait à mes funérailles. Audacieuse. Cruelle. Parfaite. Le père Bernard a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé de mon décès paisible,
de mon dévouement à la bibliothèque, de mon amour des livres et de l'apprentissage. Il a mentionné comment j'avais vécu une vie bien remplie, comment j'avais été prête à rejoindre mon Henri dans le repos éternel. Prête. Comme si j'avais choisi cela. Comme si j'étais volontairement entrée dans les ténèbres. L'assemblée acquiesça. Ils crurent chaque mot. Pourquoi ne le ferait-il pas? Les prêtres ne mentent pas sur les morts. Les fils n'assassinent pas les mères. Les perles ne disparaissent pas et ne réapparaissent pas au cou des belles filles en deuil. Sauf que parfois, elles le font. Laissez-moi vous parler des matins chez moi. Ils suivent un rituel aussi vieux que le mariage lui-même. Se lever à 6h30. Vérifier la météo. Préparer le café. Récupérer le courrier. Boire mon café au lait en lisant les nouvelles de la veille. Pierre connaissait cette routine. Il avait grandi avec. Il avait observé son père exécuter la même danse pendant des décennies avant de reprendre lui-même le rôle lors de ses visites hebdomadaires. « Laisse-moi faire le café, maman. Assieds-toi et repose-toi. » Un si bon fils. Un garçon si attentionné. Un tueur si patient. On pourrait se demander comment une bibliothécaire à la retraite découvre qu'elle est empoisonnée. La réponse est simple, nous sommes formés à repérer les schémas. À faire des recherches. À remettre en question les incohérences. La fatigue a commencé il y a 3 mois. Subtil au début. Normal, me suis-je dit. J'ai presque 70 ans. Bien sûr que je suis fatigué. Mais ensuite sont arrivées les palpitations cardiaques. Les vertiges. La façon dont mes mains tremblaient lorsque je prenais des livres sur les étagères hautes. Le goût métallique qui persistait après chaque tasse de café. Tu devrais consulter un médecin, suggéra Pierre. Ces symptômes m'inquiètent. Il m'en recommanda même un. Le docteur Bernard, pas le prêtre, le médecin. Un petit homme aux yeux nerveux et aux mains moites qui m'examina avec l'enthousiasme de quelqu'un contraint d'opérer un membre de sa famille. Déclin lié à l'âge, diagnostiqua-t-il. Parfaitement normal pour quelqu'un de ton âge. Repose-toi. Doucement. Profite bien des années qui te restent. Les années qui te restent. Comme s'il savait exactement combien il m'en restait. L'idée de la caméra était venue de Marie, même si elle ignorait. Elle avait poussé Pierre à installer des systèmes de sécurité, inquiète des cambriolages, de ma sécurité, vivant seul dans une si grande maison. Pour ta tranquillité d'esprit, maman, dit Pierre en installant le petit appareil dans ma cuisine. Si quelque chose arrive, nous le saurons immédiatement. N'importe quoi. Comme une crise cardiaque. Comme une mort paisible dans mon sommeil. Comme la conclusion naturelle d'une vie bien remplie. Il était si prudent. Si méthodique. Il arrivait, m'embrassait sur la joue, s'enquérait de ma santé, préparait le café pendant que je triais le courrier. Un fils aimant prenant soin de sa mère vieillissante. Sauf que la caméra captait tout. Chaque visite. Chaque moment de tendresse. Chaque fois qu'il ajoutait de la poudre à mon café du matin alors qu'il pensait que je ne regardais pas. Je gardais les enregistrements. Je les collectionnais comme des preuves. Comme les documents de recherche que j'avais passé des décennies à cataloguer à la bibliothèque. Date. Heure. Durée des visites. Corrélation avec ma santé déclinante. Des schémas. Toujours des schémas. La poudre était presque invisible. Se dissolvait rapidement. Sans goût, à l'exception de cet arrière-goût métallique persistant que j'avais pris pour des changements liés à l'âge au niveau de mon palais. J'ai prélevé des échantillons. Urine. Sang. Cheveux coupés. Je les ai envoyés à un laboratoire privé à Lyon sous un faux nom. Payé en liquide. Je leur ai dit que je soupçonnais une intoxication aux métaux lourds provenant de vieilles canalisations chez moi. Les résultats ont été accablants. Riciné. Dérivé du ricin. Indétectable lors des analyses toxicologiques standards. Symptômes imitant une insuffisance cardiaque. Une mort qui paraît naturelle, paisible et digne. Parfaite pour un fils qui avait besoin de la mort de sa mère mais qui ne supportait pas de ressembler à un tueur. Marie était le maillon faible. Elle l'avait toujours été. Trop impatiente. Trop gourmande. Trop stupide pour attendre la période de deuil appropriée avant d'afficher son héritage. Mes perles à mes funérailles. La bague de ma grand-mère à son doigt 2 jours après ma prétendue mort. Mon service à thé en argent déjà exposé dans sa salle à manger lorsque je suis passé devant chez eux.
Elle dépensait l'argent de mon assurance vie avant même que mon corps ne soit froid. Littéralement. Comme je n'étais pas vraiment morte, mon corps était encore bien chaud, merci beaucoup. La confrontation devait être parfaite. Théâtrale. Dévastatrice. J'avais passé toute ma vie entourée d'histoires, de littérature dramatique, de récits de justice et de vengeance. C'était mon moment d'écrire mon propre récit. J'ai choisi la robe noire avec soin. Celle qu'Henri m'avait achetée pour les funérailles de sa mère 15 ans auparavant. Élégante. Chère. Adaptée au deuil. Je me suis coiffée. Maquillée. J'ai choisi les perles assorties à celles que portait Marie. Si je devais interrompre mes propres funérailles, j'allais être magnifique. L'église était bondée. La moitié d'Avignon était venue me pleurer. La bibliothécaire qui avait aidé leurs enfants dans leurs projets de recherche. La femme qui avait organisé des clubs de lecture et des cercles de lecture. La voisine qui avait nourri les chats errants et arrosé les plantes pendant les vacances. Ils m'aimaient. Sincèrement. Leur chagrin était réel, même si ma mort ne l'était pas. Je me suis garé de l'autre côté de la place. J'ai regardé les personnes en deuil entrer. Pierre et Marie étaient au premier rang, jouant parfaitement leur rôle. Mouchoir à disposition. Tête baissée de tristesse. Mains jointes en prière. Le père Bernard était à mi-chemin de son éloge funèbre lorsque j'ai fait mon entrée. Héloïse Moreau a vécu une vie de service, disait-il. Elle a trouvé la paix dans les livres, dans l'apprentissage, en aidant les autres à découvrir la joie de la connaissance. Son décès nous rappelle que la mort touche tout le monde, mais que l'amour perdure. J'ai franchi les portes d'entrée. Lentement. Délibérément. Le claquement de mes talons résonna dans le sanctuaire de Pierre comme un battement de cœur. La première personne à m'apercevoir fut la vieille madame Dubois, du fleuriste. Elle disposait des chrysanthèmes près de l'autel. Le cri qui s'échappa de ses lèvres aurait pu briser des vitraux. Chaos est un mot trop faible pour décrire ce qui se passa ensuite. Marie s'évanouit. Je me suis simplement effondré au sol, telle une marionnette au fil coupé. Pierre est devenu blanc comme une hostie. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson qui se noie. Le père Bernard s'est arrêté au milieu d'une phrase. L'assemblée s'est retournée comme un seul homme, suivant le regard horrifié de madame Dubois vers le fond de l'église où je me tenais, bien vivant, bien présent, bien prêt à prononcer mon propre éloge funèbre. Les nouvelles de ma mort, ai-je annoncé, ma voix portant dans le silence soudain, ont été grandement exagérées. Il faut comprendre la psychologie du moment. Ces gens me pleuraient depuis 3 jours. Ils avaient accepté ma mort, géré leur deuil, entamé le processus de guérison. Me voir vivant, c'était comme assister à un miracle. Ou à un cauchemar. Plusieurs personnes âgées en deuil avaient besoin de soins médicaux. Monsieur Tessier, de la boulangerie, a eu ce qui semblait être une légère crise cardiaque. Madame Robert, de la bibliothèque, a fondu en larmes et n'arrêtait pas de trembler. Mais je n'étais pas là pour eux. J'étais là pour Pierre. Pour Marie. Pour le moment où leur mensonge soigneusement construit s'effondrerait comme un vieux parchemin. Pierre essaya de se lever. Essaya de parler. Essaya de maintenir l'illusion qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une erreur, d'une faute administrative devenue incontrôlable. « Maman » murmura-t-il d'une voix brisée. « On pensait que le médecin avait dit que votre certificat de décès était frauduleux, conclus-je. Comme votre chagrin. Comme votre amour. Comme tout en vous. » Je m'étais préparé à ce moment. Je l'avais répété. J'avais planifié chaque mot comme un bibliothécaire classant un fichier. Efficace. Minutieux. Dévastateur. Je sortis l'enveloppe en papier craft. Celle qui contenait 3 mois de preuves. Enregistrement. Photographie. Rapport de toxicologie. Dossier financier attestant de la police d'assurance vie que Pierre avait souscrite sur moi 6 mois auparavant. Voulez-vous savoir comment vous m'avez tué ? Demandai-je à l'Assemblée, d'une voix ferme malgré le chaos environnant. Parce que j'ai des documents, des vidéos, des preuves scientifiques de tentatives de meurtre. Le silence était absolu. Même les pleurs cessèrent. Même les pas traînants. Même le bruit de la respiration semblait s'arrêter tandis que 200 personnes attendaient de savoir comment une femme décédée avait résolu son propre meurtre. L'enregistrement était diffusé sur mon téléphone. D'une clarté cristalline.
La voix de Pierre discutant des échéances avec Marie dans ma cuisine, tandis que je faisais soi-disant une sieste à l'étage. La ricinée devrait faire effet d'ici 6 semaines. Peut-être 8. Son âge joue en notre faveur. À sa mort, on dirait une insuffisance cardiaque. Cause naturelle. Le médecin a déjà accepté de signer le certificat de décès sans autopsie. La voix de Marie, nerveuse mais avide, et l'argent de l'assurance. Versement immédiat. 200 000 €. Plus la maison, les économies, ses bijoux. On sera à l'aise toute la vie. Et si quelqu'un avait des soupçons? Qui soupçonnerait un fils d'avoir tué sa mère? Surtout avec un poison qui imite la mort naturelle? Nous serons la famille endeuillée. Au-delà de tout soupçon. L'assemblée était silencieuse. Absorbée. Réflexion. Compréhension. Pierre était passé du blanc au vert. Marie s'était réveillée juste à temps pour entendre sa propre voix confesser sa conspiration. Le père Bernard resta figé devant l'autel, son éloge funèbre oublié, sa foi en la nature humaine profondément ébranlée. Je descendis l'allée. Lentement. Délibérément. Mes talons claquaient contre la pierre comme un compte à rebours avant le jugement. Tu veux savoir le pire? Demandai-je en m'adressant directement à Pierre. Ce n'était pas le poison. Ce n'était pas le certificat de décès. Ce n'était même pas la fraude à l'assurance. Je m'arrêtai devant lui. Le regardai dans les yeux. Je vis l'enfant qui m'avait un jour apporté des pissenlits et les avait qualifiés de fleurs royales. Le pire, c'est que tu m'as fait douter de moi-même. Tu m'as fait croire que j'allais mourir de cause naturelle. Tu m'as fait culpabiliser d'être un fardeau. Tu m'as fait m'excuser de vieillir. La police arriva quelques minutes plus tard. Quelqu'un les avait appelés lorsque les cris éclatèrent. Ils découvrirent une église pleine de témoins, une femme morte apportant les preuves de sa propre tentative de meurtre, et un fils qui s'était évanoui aux funérailles de sa mère. L'arrestation fut rapide. Efficace. Pierre n'a pas résisté. Il n'a pas pu résister. Les preuves étaient accablantes. Les aveux avaient été enregistrés. Le crime était indéniable. Marie a essayé de s'enfuir. Elle a même essayé de fuir par la porte latérale de l'église, portant toujours mes perles, serrant toujours les mouchoirs qu'elle utilisait pour simuler son chagrin. Elle a fait 3 pas avant de s'effondrer à nouveau. Le choc. La terreur. Le poids psychologique d'être prise en flagrant délit sur la scène d'un crime qui n'avait pas tout à fait réussi. Le docteur Bernard a été arrêté à sa clinique 1 heure plus tard. Le faux certificat de décès a été immédiatement retrouvé. 50 000 € sur son compte bancaire, déposé le jour même où il a déclaré mon décès. La compagnie d'assurance a gelé le versement. Une enquête a été ouverte. J'ai découvert que Pierre s'enquérait de ma police depuis des mois, s'informant des clauses, des délais et de la rapidité de traitement des demandes. Les médias se sont précipités comme des vautours. Une femme assiste à ses propres funérailles et révèle le complot d'assassinat de son fils. La bibliothécaire qui a catalogué sa propre mort. La vengeance empoisonnée d'une mère d'outre-tombe. Je suis devenu célèbre. Notoire. Un symbole de résilience des aînés. Un récit édifiant sur la trahison familiale. La preuve que parfois, les morts ne restent pas enterrés. Le procès a fait sensation. J'y ai assisté tous les jours, assise au premier rang, vêtue de la même robe noire que celle portée à mes funérailles. Pierre ne pouvait pas me regarder. Marie sanglotait sans cesse. Leurs avocats ont plaidé la folie passagère, le stress familial et le désespoir financier. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements. Les rapports de toxicologie. Le faux certificat de décès. La fraude à l'assurance. Le complot. 20 ans pour Pierre. 15 pour Marie. 5 pour le docteur Bernard. Je suis resté debout à la lecture du verdict. J'ai regardé mon fils tandis qu'on l'emmenait enchaîné. J'ai prononcé les mots que je répétais depuis des mois. Tu m'as tué une fois, Pierre. Maintenant, je te rends l'appareil. La maison est silencieuse. Paisible. Le café a retrouvé son goût de café. Le courrier du matin apporte facture et publicité, jamais de certificat de décès. J'ai modifié mon testament le lendemain du procès. Tout est reversé à une association caritative pour les personnes âgées victimes de maltraitance. La maison. Les économies. Les bijoux.
L'assurance vie que Pierre avait tant hâte de toucher. Il n'héritera de rien. Marie n'héritera de rien. Leurs enfants, mes petits-enfants, hériteront de la connaissance que leurs parents sont des meurtriers. Certains pourraient qualifier cela de cruel, d'excessif, de vengeance. Moi, j'appelle cela la justice. Vous vous demandez peut-être si je me sens coupable, si je regrette de les avoir dénoncés si publiquement, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. La réponse est non. Pierre n'a pas seulement essayé de tuer mon corps. Il a essayé de tuer mon histoire, ma voix, mon droit de décider de la fin de ma vie. Il voulait que je meure tranquillement, paisiblement, sans histoire ni drame, pour m'éclipser dans mon sommeil, telle une bonne mère, une mère commode, une mère qui savait quand on ne voulait plus d'elle. Mais je suis bibliothécaire. Je suis une gardienne d'histoire. Je suis une femme qui a passé sa vie à veiller à ce que les récits survivent, à ce que les voix soient préservées, à ce que la vérité perdure. Mon histoire survivra à la sienne. Ma voix résonnera plus longtemps que son silence. Ma vérité perdurera tandis que ses mensonges s'effondreront en poussière. On dit que le sang est plus épais que l'eau. On ne dit jamais ce qui arrive quand le sang se transforme en poison. On dit que l'amour triomphe de tout. On ne dit jamais ce qui arrive quand l'amour se transforme en cupidité. On dit que les morts ne peuvent pas parler. On ne dit jamais ce qui arrive quand les morts refusent de se taire. Je suis Héloïse Moreau. J'ai 69 ans. Je suis bien vivante. Et j'ai assisté à mes propres funérailles pour le prouver. Le soleil matinal filtre à travers la fenêtre de ma cuisine. Mon café est parfait. Le courrier n'apporte que facture et publicité. Quelque part à Marseille, Pierre se réveille dans une cellule, comptant les jours qu'il attend avant de retrouver la liberté. 16 ans, 3 mois, 12 jours. J'espère qu'il utilisera ce temps pour réfléchir à ce qu'il a fait. Pour se souvenir du petit garçon qui ramassait des scarabées et m'apportait des pissenlits. Pour comprendre que certaines histoires ont des fins que nous n'avions jamais eu l'intention d'écrire. Mais cette histoire, mon histoire, se termine ici. Avec moi en vie. Avec justice rendue. Avec la vérité enfin, magnifiquement, dévastatricement racontée. Les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. Et j'ai l'intention que cela continue ainsi.